J'ai dit tout à l'heure 11e édition, mais je devrais peut-être dire 17 ans en fait. Hein. Ce serait plus exact, puisque ça fait 17 ans que l'association porte l'étendard du journalisme de solution. C'est une notion qui a peut-être mis un peu de temps quand même, Christophe, à s'imposer, à évoluer. Si vous deviez la définir, tiens, vous diriez quoi ? C'est un journalisme complet. C'est-à-dire que ce n'est pas le journalisme, tout le monde connaît. Il y a les journalismes avec les 5 questions de base des journalistes. On se demande qui, quoi, comment, où, etc. Et le complet, parce qu'à côté des problèmes, il faut expliquer ce qui est possible pour résoudre les problèmes. J'aime bien une formule, tout le monde connaît la formule d'Albert Londres. Il faut tremper la plume dans la plaie. Et moi, je trouve une autre formule, c'est de dire c'est bien il faut penser P-A-N-S-E-R, la plaie, et il faut la penser P-E-N-S-E-R. Donc c'est important que le journaliste ne se contente pas de raconter, il faut aussi qu'il explique et qu'il apporte de l'espoir derrière. Donc on rajoute une question au 5W, c'est ça ? On rajoute 2 questions au 5W, effectivement, mais surtout, ce qui était peut-être encore... il y a 17 ans, avait besoin d'être expliqué. Aujourd'hui, tout le monde le vit. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec le déferlement d'informations dans tous les sens, qui sont souvent négatives, qui jouent beaucoup sur l'émotion, l'avantage d'apporter derrière de ce mastodonte d'informations qui nous tombe tout le temps sur la tête pour réfléchir et essayer d'agir, donner envie d'agir. J'aime bien l'expression de journalisme qui donne envie d'agir également. Je trouve ça c'est positif et dynamique dans nos sociétés. Vous parlez de dynamique, justement. Gilles, le journalisme de solution, c'est aussi parfois un peu un combat que vous menez avec l'association, avec des actions de terrain, actions concrètes, que vous portez tout au long de l'année. Vous nous donnez peut-être quelques exemples ? Oui, quelques exemples. Reporter d'Espoir est organisé en 3 pôles, en fait. Le prix, qu'on va découvrir ensemble ce soir, qu'on va vivre ensemble, qu'on prépare depuis plusieurs mois déjà. Le Lab, qui est notre organisation d'études, de recherche, d'innovation avec les médias, et depuis quelques temps d'innovation numérique. Donc on aura l'occasion tout à l'heure de vous présenter notre nouvelle plateforme numérique au service des journalistes. Et puis la France des solutions, là c'est notre opération annuelle avec 55 médias l'année dernière. On touche 20 millions de Français auprès desquels on expose, on diffuse la connaissance d'initiatives qui répondent à des défis d'aujourd'hui. Pour vous donner quelques exemples, quelques données d'impact. En 2020, Reporter d'Espoir a travaillé notamment sur la thématique du climat. On a réalisé un état des lieux, on a réalisé des contenus, un MOOC, donc un support d'information. On a formé 900 journalistes l'année dernière. On a un assistant vocal disponible sur vos smartphones Android à qui vous pouvez demander une bonne nouvelle. On aurait préféré dire une initiative constructive, mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour faciliter les choses. C'est 60 000 utilisateurs uniques par mois. Et puis, comme tout le monde, on s'est adapté. On n'a pas fait d'événements physiques en 2020, pas de grand raout en tout cas. On a fait une émission de télé diffusée sur les réseaux sociaux avec nos partenaires médias, et ça représente 270 000 téléspectateurs. Voilà donc quelques résultats 2020. Et pour aller de l'avant, vous parlez des nouveautés 2021, donc qui s'ajoutent à ce programme existant. On a entrepris il y a quelques mois déjà avec Raphaël, on est allé... Entre autres, mais on a fait 3 étapes à Lyon, à Marseille, à Nice. 10 étapes dans 10 villes de France, à la rencontre de 10 rédactions et 10 écoles de journalisme. Donc on va contribuer à former, à sensibiliser 500 journalistes et 800 étudiants dans ce tour. Le prix Reporter d'Espoir qui s'est enrichi cette année d'une catégorie européenne. Donc on a la chance d'avoir parmi nous, on a eu 130 candidats et il y en a 4 qui sont là ce soir, qui sont les lauréats que vous entendrez tout à l'heure. On va aussi développer toute la partie pédagogique. On vient de remporter un appel à projet européen pour travailler sur un MOOC avec nos amis de Vox Europe qui sont dans la salle et de l'ESJ Pro, organisme de formation continue. Et enfin, une nouvelle édition de la France des solutions, dont on vous dévoilera les grands axes le 23 septembre dans une conférence de presse pour un événement qui aura lieu au mois de novembre. Donc voilà ce qui déjà nous met en mouvement aujourd'hui.
Je voudrais juste rajouter un point, parce que aujourd'hui on parle beaucoup du climat, on en a parlé, mais le rôle du journalisme de solution est toujours important, même pour les sujets environnementaux, puisque l'année dernière, Reporters des Sports a été validé comme partenaire pour l'association 1% for the Planet. Donc on est reconnu comme l'action que fait Reporters des Sports est reconnu comme aussi ayant une action sur l'environnement et le climat. Voilà. Alors vous gardez le micro, Christophe, parce que je voudrais qu'on explique aussi que Reporters d'Espoir est soutenu par énormément de monde, des mécènes, des soutiens. On a beaucoup de soutien, des médias, évidemment. Des gens, des individus, des fondations, des noms apparaissent là. Et évidemment, sans eux, on ne pourrait rien faire. Et puis, on a lancé une nouveauté cette année, c'est qu'effectivement, on a à la fois des partenaires sur les opérations, mais aussi, on veut lancer maintenant avoir des partenaires annuels pour pas juste un événement, mais une action sur le long terme. Et puis, on a invité, c'est nouveau, les membres des médias à venir membres Reporters des Sports, ce qui est nouveau. Et on a les premiers membres, on a vu France Télévisions, il y a quelques noms qui apparaissent, la France Télévisions, Milan, Bayard, Arte nous a donné son accord, on est en discussion avec pas mal d'autres qui devraient suivre, et normalement on a déjà 6 membres là à peu près, mais c'est le début, et on pense que c'est très important que toute la profession marque son intérêt pour cette forme de journalisme qui donne envie d'agir, un journalisme complet, et qui est pour nous le journalisme dont aujourd'hui cette France a besoin, quoi. Et puis on va peut-être, Mariette, tout simplement expliquer pourquoi nous avons choisi de primer Médiacité et ce reportage. Bah oui, c'était pas si facile. Non. Raphaël, on a eu une bonne discussion parce que notre critère premier, c'était aider à agir. Finalement, c'est ça, le reportage le journalisme de solution. Ça n'est pas nécessairement de trouver la bonne solution au bon moment et de dire CQFD, voilà, Eureka. Pas du tout. C'est trouver comment le style journalistique, quel que soit le média, arrive à donner envie d'agir, comme vous disiez tout à l'heure. Donc agir. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'agir? Parce qu'on s'identifie à quelqu'un? Parce qu'on a une info qui tout d'un coup nous fait tilt dans la tête, donc du réel, de l'imaginaire, et aussi probablement du symbolique, comme on dit quand on regarde les textes, hein, surtout en presse écrite, ces 3 choses-là. Alors ce serait quoi le symbolique là? Qu'est-ce que c'est, par exemple, une coopérative, une épicerie coopérative? Puisque nous avons choisi ce reportage-là. Donc, ce que nous avons aimé, je vous dirai après les discussions qu'on a eues, mais pourquoi nous avons choisi ce reportage-là? Précisément parce qu'il était le plus complet de ce point de vue-là. Nous avions du réel, on était vraiment dans une coopérative à Lyon, au milieu des cagettes, avant la caisse, les gens qui étaient là, qui étaient ces gens-là? Justement, sont des membres de l'association. Ils ne sont pas simplement des acteurs du magasin, de la coopérative, mais ils sont les acheteurs aussi. Donc, ils sont complètement engagés dans leur consommation, ils révisent leur mode de consommation, donc leur mode de vie. Et ce cercle vertueux n'était pas présenté précisément comme du bien, de la vertu, avec les grands mots habituels sur ce type de sujet. On a bien aimé le registre modeste de la chose, du réel, avec un imaginaire minimum autour de gens que l'on voyait pas complètement portraitisés, un tout petit peu, mais ça suffisait. Des trentenaires, en gros, on comprenait, puisqu'on avait l'âge des gens.
ce qui est assez rare finalement maintenant. Mais on comprenait que c'était des trentenaires éduqués en quelque sorte. Ils avaient des métiers qui ne les obligeaient pas à travailler dans un commerce de proximité, mais qu'ils le faisaient par engagement personnel et aussi pour être eux-mêmes acteurs de leur consommation. Et puis troisième point, on apprenait des choses si par hasard, on avait envie nous-mêmes de créer ce type de lieu, eh bien, on apprenait un minimum de presque juridique. Enfin, c'était tout à fait intéressant. Alors vous parliez des débats, c'est vrai qu'ils ont été vifs. Hein. On a eu des échanges très fructueux et certains même ont changé leur point de vue au fil de la discussion. Ben oui, alors il y a une discussion d'abord intéressante à propos de l'article du Monde que vous avez vu passer, qui était remarquablement écrit, qui était presque romanesque, très littéraire, avec de belles images métaphoriques. Hein, il y avait une illustration, mais aussi des belles images dans le texte. C'était précisément digne de l'écrivain, du journaliste écrivain. Donc pourquoi pas ? C'était très incitatif. Et puis, un peu à l'opposé de ça, un papier du Monde. Je me souviens, on a eu aussi cette discussion, parce que c'était très intéressant sur là aussi très concret, sur l'industrie textile dans les Vosges, qui revient à cette histoire de relocalisation de la production. Le Made in Vosges, oui. Ouais, c'est un papier de Elle, et très intéressant parce qu'avec beaucoup d'implications là aussi sur la consommation, l'aide à consommer mieux, etc. Et à avoir un point de vue notamment sur la mode, dont on sait bien qu'elle est extrêmement aujourd'hui polluante, etc. Donc c'était aussi une problématique intéressante. Mais là, pour le coup, c'était pas romanesque du tout, c'était un peu à la limite du public reportage. Donc, enfin, en tout cas j'avais dans un premier temps été très favorable. Vous avez raison, on a eu ce débat. Voilà, on a eu ce débat et quelqu'un a fait remarquer que c'était ça. Et je trouvais que personnellement que c'était un point. Voilà. Donc on oscillait entre différentes choses. Ce qui a emporté, c'est ce bon équilibre entre la réalité qui nous était donnée, le comment faire, hein, le mode d'emploi, à la limite, et quand même quelque chose qui relevait du symbolique, qui faisait partir. C'est dommage que le jeune journaliste ne soit pas là, parce qu'il est spécialiste c'est un concept vraiment intéressant, de l'investigation locale. En tout cas, on est ravis de vous remettre ce prix. Mariette était en train d'expliquer les raisons pour lesquelles nous avions effectivement choisi de le remettre à Médiacité. Et je voudrais que vous nous expliquiez effectivement cette démarche, parce que je crois que le journaliste qui a écrit ce reportage s'est inscrit, et on était en train d'en parler, dans une série de reportages à Lyon. Oui, on est vraiment dans de l'investigation, c'est ce que Mariette était en train de dire. Oui, investigation locale, merci. Bon, à nouveau, excusez mon retard. Donc, je suis ravi de ce prix, d'autant plus que c'est pas moi qui le reçois, mais quelqu'un de l'équipe de Médiacité, Mathieu Péris. Médiacité, vous ne connaissez pas forcément. C'est un média qui s'est créé il y a un peu plus de 4 ans et qui effectivement est spécialisé sur l'investigation locale. Cet article s'inscrit en fait dans un processus de questionnement auprès de nos lecteurs qu'on a initié lors du premier confinement. Et on leur a dit, mais selon vous, quelles seraient les réponses à la crise sanitaire, mais des réponses qui seraient durables, qui iraient au-delà de la crise et qui pourraient se perpétuer, se généraliser au-delà de ce moment un peu complexe. D'ailleurs, ça nous a valu un prix, déjà. L'année dernière, c'était le prix du festival Média en scène, qui est co-organisé par Les Échos et France Info, qui passait un peu inaperçu puisque il n'y avait pas beaucoup de public et c'était là encore un peu spécial comme situation. Mais j'ai quand même envie de vous dire quelque chose de particulier. Parce que vous imaginez bien qu'un site d'investigation locale se retrouvait dans une soirée reporter d'espoir. Nous, les investigateurs, les journalistes qui enquêtent, qui creusent, qui grattent là où ça fait mal, on est plutôt à regarder le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et en fait, ça nous fait quand même plaisir de recevoir ce prix. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, en fait, dès qu'on adjoint un terme au mot journalisme, que ce soit journalisme de solution, mais aussi journaliste d'investigation, souvent ça cache quelque chose. C'est un peu comme la démocratie participative, si on a inventé ce mot, ou cette adjonction de mots, c'est bien qu'il y avait un problème de participation, et on l'a encore vu récemment, hier. Donc, pour moi, il n'y a pas de journalisme de solution, il n'y a pas d'investigation de solution, il n'y a pas de journalisme d'investigation, il n'y a que du bon ou du mauvais journalisme. Ça paraît simple, mais en fait, c'est important.
Parce que le mauvais journalisme, c'est le journalisme suiviste. C'est le journalisme paresseux. Hein. Et donc le bon journalisme, c'est le journalisme qui creuse, qui prend le temps de fouiller. C'est important parce que c'est difficile en ce moment, la fabrique de l'information dysfonctionne. Et c'est le journalisme qui fait un pas de côté et qui ne se contente pas de solutions toutes faites. Et je connais l'état d'esprit de Reporters d'Espoir et je sais que vous n'êtes pas dans la facilité de la solution. Il n'y a jamais de solution clé en main. Et dans cet article, si vous nous faites le plaisir de le lire, vous verrez que derrière cette belle initiative, qui est lyonnaise, qui a des antécédents. Hein. La Louve, par exemple, à Paris, vous la connaissez peut-être. Super Quinquin à Lille, c'est un peu le même processus. Et vous verrez dans cet article que la solution qui est esquissée, en fait, il y a des doutes. Et le gros doute, c'est l'entre-soi. Et en fait, cette initiative qui est très intéressante, parce que je pense qu'elle préfigure effectivement un mouvement de fond, elle n'exclut pas des doutes sur l'entre-soi. Est-ce que ça va être réservé, en gros, à une catégorie de bobos? Et comment faire pour éviter que ce soit réservé à une catégorie de la population? Il se pose plein de questions sur la localisation du nouveau supermarché, puisqu'ils veulent s'agrandir, et il se demande mais où allons-nous le mettre pour que différentes catégories sociales y accèdent? Ce sera l'objet d'un nouveau reportage, évidemment. En tout cas, on l'espère. Et bravo, en tout cas, pour ce prix. C'était le premier. On est ravis que vous l'ayez remporté. Et vous le transmettrez, bien sûr, à toute la rédaction et à Mathieu Péris. Merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Je vous en prie. Je vous en prie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, en tout cas. Merci, Jacques. Merci, Mariette. Je vais vous demander maintenant de tendre l'oreille pour découvrir, évidemment, la catégorie reportage radio. Au 6e étage, on ne dit pas je fais un bœuf bourguignon. Nathalie Georges. Ou je fais un lapin chasseur. On dit je fais des patates avec quoi? Épisode 2. Je fais un chou avec quoi? Vous avez donc rencontré le coiffeur à l'origine de ce projet étonnant. Effectivement, direction le salon familial de Thierry-Gras à Saint-Zacharie, un petit village varois. C'est ici qu'il a eu son idée révolutionnaire. Le parc naturel de la Sinara en Sardaigne veut sauver la mer Méditerranée du plastique. Cette réserve est située à la pointe nord-ouest de l'île. Elle est le chef de file d'un projet européen Clean Sea Life. Bonjour, Patrick Cornu, musicien bricoleur. Nous sommes sur la déchetterie Gutenberg à Bourg-en-Bresse et je m'en vais faire le tour pour voir ce qu'il y a à récupérer. C'est comme un petit quartier de Draguignan, mais dans un écrin de verdure à 2 pas du centre-ville. Félicitations à Hugo Hamelin, qui se trouve, lui, à Marseille, représenté ce soir par Catherine Mangin, que je vais demander à qui je vais demander de nous rejoindre. Et puis Antoine Guélaud, parce que voilà, j'aurais peut-être dû laisser la place à Édouard Baird, finalement, ce soir, pour présenter cette soirée. Antoine, membre du jury, directeur des opérations spéciales de la rédaction de TF1, qui nous rejoint. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. On est ravis de vous avoir, Antoine, pour nous expliquer pourquoi nous avons décidé de primer. En quelques mots, avant de laisser la parole plus largement à Catherine, mais c'est vrai que les membres du jury ont été assez sensibles, je dirais, à 2-3 choses. Sur la forme, c'est un reportage simple, efficace, qui est raconté. Et c'est un reportage, et les membres du jury l'ont souligné, que l'on écoute, mais aussi que l'on regarde. Alors c'est l'homme de télé qui a été sans doute sensible à ça, mais c'est vrai que c'est assez rare de lire un papier de presse écrite et de le voir en termes d'image, ou d'écouter un papier de radio et de le voir en termes d'image. C'est en tout cas plus difficile que l'exercice qu'on fait, nous, quotidiennement à TF1 ou sur d'autres chaînes que font nos confrères et nos consoeurs à la télévision. Ça nous a bien plu, et ça c'est sur la forme, mais comme disait Victor Hugo, la forme c'est le fond qui remonte à la surface, donc c'est important. Et puis sur le fond, c'est vrai qu'il y a une solution, et ça nous a aussi beaucoup intéressé. Il y a une solution qui est testée, et c'est vrai que du coup on s'est dit, c'est une initiative citoyenne, près de chez soi, qui donne presque envie d'aller encore davantage chez le coiffeur
qu'avant, puisqu'il s'agit bien d'un coiffeur qui investit finalement les cheveux de ses clients pour en faire quelque chose. Bien, des boudins, vous l'avez vu, pour lutter contre les marées noires, par exemple, ou des phénomènes comme ça environnementaux. Et donc, il y a une partie aussi environnementale qui nous a bien intéressé dans ce reportage. Donc, la forme alliée au fond nous a finalement séduit, et on s'est dit, on va remettre ce prix à Hugo Hamelin, qui n'est pas là malheureusement, mais Catherine est là pour le représenter. Je lui laisse la parole en lui remettant le prix qu'elle remettra à Hugo Hamelin, en le félicitant de la part du jury. Bravo. On va laisser le micro à Catherine. Catherine, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que c'est un reportage, pour être tout à fait honnête, qu'on avait vu. Mais là, Hugo, il était allé plus loin que tout le monde, que les autres journalistes qui avaient traité le même sujet. Et c'est aussi ça qui nous a plu. Oui, il a donné à voir, c'est ce que dit Antoine, hein. C'est vraiment la magie de la radio là, qui est parfaitement illustrée dans ce reportage. Alors un mot d'abord du contexte, c'est un reportage qui est diffusé dans une série qui s'appelle Vous êtes comme ça. Donc tous les matins sur RTL à 8h30, avec très souvent des initiatives positives, remarquables. Et évidemment, celle-ci fait partie de cette série. On a pris grand plaisir à la diffuser en septembre de l'année dernière. Donc un coiffeur qui a fédéré 3700 salons en France, qui récolte des cheveux qui sont aujourd'hui traités par une association intermédiaire où travaillent des personnes handicapées. C'est un aspect qui n'est pas évoqué dans le reportage, mais qui est extrêmement important, puisque finalement, c'est un cercle absolument vertueux. Les boudins sont fabriqués et ensuite, ils sont commercialisés par cette association et vendus par les ports de plaisance. C'est-à-dire que c'est les ports qui les achètent, et qui les donnent aux plaisanciers pour que s'il y a des hydrocarbures, eh bien, ils soient en capacité de les éponger. Les cheveux ont des vertus magiques pour éponger les hydrocarbures. Voilà, donc c'est vraiment le cercle absolument parfait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc fait ce reportage en septembre et que là, en juillet, le 12 juillet, il y a une entreprise à mission qui va se créer pour développer ce qu'on pourrait appeler ce petit business, ce business des cheveux. Voilà, donc je pense que le reportage est important, le droit de suite est important aussi, c'est quelque chose auquel on est très attaché, c'est-à-dire on a parlé d'une initiative et on y revient et on voit comment ça évolue. Donc, pour toute cette raison, vous avez fait un très bon choix. Merci. C'est vrai qu'on est tombé assez vite, d'accord, finalement, hein, Antoine, sur le choix de ce reportage. Oui, je crois qu'il y a eu un relatif consensus, ce qui n'enlève rien à la qualité des autres candidats, j'allais dire. Mais c'est vrai qu'il nous a marqué, et le côté insertion aussi. Il fait travailler des CAT, ce coiffeur, enfin cette association fait travailler des CAT et des centres d'aide et d'insertion par le travail, de personnes handicapées. Il y avait une sorte effectivement de boucle qui était bouclée par Hugo Hamelin, et même si ce sujet avait été traité par d'autres, là il a été traité finalement différemment, et c'est ce qui fait aussi la couleur d'une radio comme RTL, en l'occurrence dans ses bulletins d'information, et du coup on a voulu accompagner ce reportage et lui donner ce prix. Catherine, oui. Je voudrais juste rajouter un mot parce qu'il y a aussi une personne qui est très importante dans le choix de ces sujets. Il s'appelle Olivier Jay, c'est le rédacteur en chef. Et donc c'est lui qui, jour après jour, pilote le choix des sujets, en discute. Enfin, là, Hugo l'avait proposé, mais parfois c'est lui qui en a l'initiative. Donc voilà, on est très organisé dans notre rédaction, en tout cas, pour faire remonter le maximum toutes ces initiatives. Et c'est aussi une manière de parler d'écologie différemment, et pas seulement de manière punitive, mais de manière positive. Et donc ça aussi c'est intéressant parce que bien souvent on est pointé du doigt et on est montré du doigt et on se sent un peu coupable. Là voilà, c'est une belle initiative au service de l'environnement et très positive, donc bravo encore. Bravo, effectivement. Merci beaucoup Catherine Mangin, Antoine Guélaud. Et Antoine, vous m'avez tendu la perche puisque ce sujet nous permet effectivement de marquer une première pause, parce que nous sommes là aussi pour débattre, nous interroger. Nous sommes des observateurs de la société. Et c'est vrai qu'il y a un sujet qui a pris de l'ampleur ces dernières années, c'est le changement climatique.
C'est la raison pour laquelle nous avons choisi justement de nous poser des questions ensemble ce soir. Comment nous, médias, pouvons-nous mobiliser sans culpabiliser justement nos lecteurs, nos auditeurs ou nos téléspectateurs? Reporter d'Espoir a réalisé, vous le savez peut-être, en 2020, un état des lieux des pratiques journalistiques en matière de changement climatique, justement. Et c'est l'initiative Média Climat, que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de Reporter d'Espoir. Elle nous mène, Gilles en a parlé tout à l'heure, actuellement sur les routes de France à la rencontre des professionnels et des étudiants. Alors comment justement parler de ces questions qui sont essentielles sans être anxiogènes? C'est ce que nous allons voir avec deux de nos invités. Louis-Albert Debreuil, président de Dérol pour l'avenir, et Natania Cahen, journaliste à l'Express, cofondatrice de Marcel, le média de solutions né à Marseille, membre du jury. Je vous demande à tous les deux de nous rejoindre sur scène. Alors je reste assise, je le précise, parce qu'on m'a dit, si tu te lèves, tu vas gêner, il va y avoir l'ombre, parce que nous sommes dans un cinéma. Donc il va y avoir l'ombre sur l'écran. Donc je reste assise sagement. Je suis les consignes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous tout, Natania. Je crois que vous avez signé quelque chose comme un peu plus de 164 articles sur Marcel. Et beaucoup, en tout cas, on n'a pas fait les comptes exacts, mais beaucoup portent justement sur les questions d'environnement. C'est une thématique qui s'impose finalement aujourd'hui à nous? C'est une thématique très importante. Alors dans le décompte, nous en général, on met deux catégories pour chaque article et on se rend compte que l'environnement est quelque chose de très transversal et que très souvent on a environnement, éducation, environnement, économie, environnement, alimentation, parce que c'est quand même une problématique qui se décline aujourd'hui un petit peu dans tous les thèmes de notre vie au quotidien. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement et comme le disait tout à l'heure Antoine Guélaud, on n'est pas là pour faire la morale, on n'est pas là pour porter des jugements, on est davantage dans l'optique de montrer ce qui se fait, montrer qui sont les acteurs qui agissent de façon positive, qui ont de bonnes idées et qui a beaucoup de choses à envisager pour sensibiliser, pour éduquer, pour agir, et qu'il existe déjà aussi beaucoup de choses qui se font et qui marchent. Et on peut donc, et vous en faites la démonstration, on peut traiter aujourd'hui de cette question climatique d'une autre manière. Oui, il y a 10 000 sujets, enfin, vous en avez relevé près de 200 dans Marcel. Alors, pas seulement sous ma plume, hein, on est quand même 10 journalistes, donc je ne suis pas la seule à écrire sur la thématique de l'environnement, mais ça se décline de plein de façons différentes. Je disais, il y a tout ce qui est sensibilisation, c'est de plus en plus fréquent d'avoir des intervenants dans les écoles, dans les entreprises. Il y a une société, par exemple, comme Ecosphère, qui fait de la sensibilisation auprès des grands groupes français et des collectivités pour les aider à changer leurs habitudes et à intégrer toutes ces problématiques dans leur manière de fonctionner. Il y a aussi tout ce qui est éducation. Alors, je vais mettre en avant un petit jeu dont on a parlé récemment dans Marcel, qui est né à Marseille, mais qu'on peut trouver partout en France et qui est génial, qui s'appelle Carbonique. Et c'est un peu comme un jeu de loi. Et à chaque carte qu'on tire, c'est une question sur l'empreinte carbone. Donc, quand on se fait griller une tartine au grille-pain, quelle est l'empreinte carbone de ce geste? Quand on a un projet de parc tropical, qu'est-ce que ça représente? Et puis en plus, on peut envoyer des scuds à son voisin et lui envoyer un Boeing dans son jeu pour bien le plomber. Donc ça, c'est un super jeu Carbonique. Voilà, donc il y a des manières très simples d'en parler. Et puis il y a plein d'initiatives. Bon, les coiffeurs justes et leurs bidons de cheveux. C'est un reportage qui avait été traité par il y avait récemment dans Marcel un très bon article de Raphaël Duchemin sur une société d'aviation à Toulon qui, grâce à des avions, repère toutes les habitations, tous les bâtiments. Les passoires thermiques. Voilà, toutes les passoires thermiques. Donc voilà, il se passe 10 000 choses actuellement.
est loin d'en avoir fait le tour, mais il y a vraiment beaucoup de manières de parler du problème climatique, de parler de l'environnement, sans être anxiogène et en emmenant délicatement les gens à s'inspirer et à voir tout ce qui se fait déjà. Alors justement, vous parliez d'un jeu qu'on pourrait mettre dans les écoles. Je suis sûre que ça vous plaît, Louis-Albert, parce qu'il y a 20 ans, vous avez racheté des rôles. C'est les planches, évidemment, les planches qu'on connaît tous, planches pédagogiques de notre enfance. On les voyait accrochées au mur des salles de classe. Quand on parlait sciences nat, biologie, vous les avez relancées en les axant sur le développement durable. C'est un nouveau regard, ça aussi, mais c'est important, justement, ce nouveau regard. Alors, je veux dire que c'est la plus vieille start-up qui soit. Elle fête ses 190 ans. Personne n'imagine que Desrolles a été présent dans plus de 150 pays. C'est le socle de l'instruction publique pour comprendre la Terre. Et comprendre la Terre, c'est l'observer, c'est la décrire, c'est collectionner, c'est la base des muséums de sciences naturelles, c'est les écoles, c'est les institutions scientifiques, c'est l'inspiration des artistes. Et je suis ravi, chère madame, quand vous parlez d'éducation ou quand on parle d'écologie positive. Aujourd'hui, c'est effectivement une entreprise, une institution plutôt, qui a été partenaire officiel de la COP21 et qui a eu l'outrecuidance dans l'ouvrage officiel qui avait été fait pour la conférence sur le climat d'avoir publié un livre qui s'appelait Redessiner le monde. Donc vous voyez, on avait déjà une vague idée de ce qu'on pouvait peut-être faire à partir de planches pédagogiques. Alors c'était le prolongement de ce travail assez incroyable qu'avait fait Desrolles, de cartographier évidemment tout cela. Alors plus récemment, ça a été inauguré il y a 24 heures, vous savez, dans ces salles de cinéma, vous avez la page de pub avec l'esquimau glacé, donc là vous n'aurez pas l'esquimau glacé, parce que vous l'avez dit, ça on perd des points. Mais dessine-moi ta planète. Le Petit Prince et Desrolles, 10 étapes extraordinaires à la Bourdidière, c'est une exposition de jeux de piste qu'on vient d'inaugurer, dont vous avez un ouvrage chez Actes Sud. Près de Tours. Près de Tours, absolument. Je vous encourage à aller voir. C'est un endroit tout à fait singulier. Et c'est 10 postures de l'écologie positive. Je vais vous les citer très rapidement. La première, l'écologie positive, qui donc n'est pas l'écologie ni politique, ni collapsologue. C'est l'écologie humaniste, c'est l'écologie du partage, c'est l'écologie Oh, vous voyez, quand je parle de ça, il n'y a plus d'énergie. C'est l'écologie et évidemment des solutions. Et quand on parle de reporter d'espoir, on parle de solutions. Et cela, c'est 10 postures, c'est la nature est une aventure. Tout est une aventure dès lors qu'on sait où l'on va, où l'on sait d'où l'on vient, où on connaît son patrimoine matériel, local ou immatériel. Donc, comprendre ce que l'on a. Le Covid nous a appris à regarder tout autour de nous. La deuxième, c'est l'inattendu. Et ce sont des postures qu'on retrouve dans la lecture du Petit Prince. Et cette lecture nous a enseigné, comme le Petit Prince et comme Saint-Exupéry, que l'inattendu, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation au changement, mais en même temps, c'est la résilience. Et puis, il y a la maison commune, c'est la troisième étape, l'oikos, c'est-à-dire le lieu où l'on vit, où l'on apprend effectivement à préserver de façon frugale, avec une hygiène, avec du bas carbone. Et puis ensuite, c'est la faune, et puis le temps, et puis cultiver son jardin, parce qu'on aime, on est co-créateur de Fermes d'Avenir, donc on aime le jardin, on est créateur du Conservatoire national de Tamade, donc on aime cette nature nourricière. Et puis ensuite, il y a l'eau, et puis le lien social, et puis l'espace, et puis l'imaginaire. Et ces 10 étapes fondent, en tout cas, peut-être pas des solutions, mais un regard, effectivement, comme vous l'avez dit, positif, qui sera, j'espère, le regard qui conciliera les générations, et dont vous, journalistes, pourrez témoigner, j'espère, que, effectivement, si on ne partage pas les solutions, alors on partagera la tristesse d'une société dont on ne saura pas comment s'en sortir. Et pourtant, les solutions sont nombreuses. Dessine-moi ta planète. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir donné envie d'aller découvrir déjà l'exposition et puis peut-être de relire aussi le Petit Prince. Et nous vous offrirons l'ouvrage pédagogique, parce qu'on a un ouvrage pédagogique avec un jeu de pistes. Et j'espère qu'il sera chez vous dans les publications de Marcel. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Ça va faire des jaloux. Je vous laisse rejoindre la salle. Et on va évidemment continuer à découvrir les reporters d'espoir avec, si vous le voulez bien, le prix du reportage TV. Ce patois, ils l'ont hérité de leurs parents, les descendants des Acadiens du Canada,
peuple francophone chassé par les Anglais au XVIIIe siècle et déporté vers la Louisiane. Ray Crochet vient d'une fratrie de 11 enfants. Chez lui, tout le monde parlait français. Pour ses élèves, le cours est un peu particulier aujourd'hui. Un professeur les réunit pour stopper un cas de harcèlement scolaire. La victime n'est pas présente. Bon, on a un problème avec l'un de nos élèves, l'un des vôtres. 4 août a fait voler en éclats les fenêtres sur des kilomètres. 80 000 tonnes de verre ont été pulvérisées en quelques secondes. Pour recycler une partie de ces déchets, Georges Bittard a créé une application. Quel point commun entre ce mur, ce plat ou même cette crème? Une plante que les plus avertis reconnaissent. Le chanvre, c'est un peu une plante magique quand même. C'est une coopérative ici, donc c'est l'ensemble des salariés qui sont propriétaires de la coopérative. Donc il n'y a pas une personne qui détient tout seul l'entreprise. C'est pourtant bien lui, l'ancien délégué CGT, qui pilote désormais Scopti, la coopérative créée après la fermeture de Fralib. Pour départager, oui, non. On s'est changé. Bonsoir, bonsoir Xavier. On a beaucoup bataillé, n'est-ce pas? On a beaucoup bataillé, mais c'est peut-être pas le prix sur lequel on a le plus bataillé. Parce que je crois que la moyenne quand même de l'ensemble des membres du jury était quand même la plus haute. Ouais, 15,7 obtenu pour ce reportage, puisque nous devons noter. Alors, dites-nous peut-être, Chantal, comment on a réussi à obtenir cette majorité pour ce prix télé? Oui, donc probablement que le harcèlement, là, on est quand même scolaire, on est sur un sujet grave, un sujet concernant. Et c'est cette expérience, finalement, qui est mise en place dans cet établissement, nous a paru quand même très inspirante, très originale aussi. Avec quelques retenues, je pense qu'on va en parler aussi. On sait bien qu'on ne peut pas dupliquer ce type d'expérience partout. Mais ce qui nous a paru intéressant, je pense, c'est de se dire que on va pas punir, on va aller plutôt dans l'action et en mettant ce harceleur, en fait, quelque part, au cœur d'un projet. C'est-à-dire que on va créer, enfin, il y a un groupe, un harceleur est repéré. On va intégrer un groupe autour d'un professeur pour trouver des solutions contre le harcèlement. Ce que ne sait pas ce jeune, c'est que le professeur sait qu'il est le harceleur. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de renverser un petit peu son comportement et de l'amener dans une démarche très positive, à se dire qu'est-ce que je peux faire, entouré de tous les autres. Et je crois que c'est vraiment ça. Cette idée d'agir, en fait, de ne pas punir, qui nous a en tout cas le plus marqué, même si, comme je le disais, on a eu quand même quelques sujets de discussion quand même. C'est vrai que c'est une initiative extrêmement originale qui a été repérée par l'équipe qui était aux États-Unis, Loïc Delamornay notamment. Oui. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché peut-être dans ce reportage? En fait, je crois que, comme vous le disiez, ce qui nous a surpris et donc ce qui nous a séduit, et ce qu'on a essayé de faire partager, c'est qu'on était dans une posture radicalement différente de celle à laquelle on s'attend lorsque on doit lutter contre le harcèlement. On a une vision, on va dire, en France et sans doute dans beaucoup d'autres pays, où on va aller chercher à sanctionner, réprimer, protéger par la sanction la personne qui est harcelée et aller dire à celui qui harcèle, le désigner à la vindicte publique. Là, cette manière un peu plus subtile de le faire membre, de lui demander d'être partie de la solution, on a effectivement trouvé ça extrêmement intéressant. C'est une expérimentation qui
pour l'instant, se limite aux États-Unis. Elle s'étend dans différents établissements scolaires. J'en parlais avec Loïc tout à l'heure. Ça commence à se répandre. Bon, on est dans un pays qui a ses modes de fonctionnement et ils ne sont pas duplicables, évidemment, dans nos systèmes et dans nos contrées. Mais voilà. Et je pense, moi aussi, ce qui est important, c'est qu'on trouvait une solution, on était dans l'éducation, on n'était pas dans l'exclusion, enfin on était dans des valeurs qui me semblent importantes à mettre en avant à travers cet exemple-là. Et on voit de plus en plus, effectivement, dans les journaux télévisés, et les vôtres notamment, on voit de plus en plus ce journalisme de solution apparaître. C'est une volonté des chaînes de France Télévisions, justement, d'aller un peu au-delà de l'investigation traditionnelle et de proposer d'autres regards. Oui, on complète l'investigation traditionnelle. On continue sur l'investigation traditionnelle, bien évidemment, parce que c'est aussi notre métier. Mais je crois que oui, France Télévisions, comme de nombreuses rédactions, on l'a entendu depuis le début, veut prendre à bras-le-corps cette idée on va amener des paroles qui sont différentes, on va amener des solutions, en tout cas faire connaître des actions qui permettent peut-être de résoudre des petits éléments de la vie quotidienne. Et ce qu'on a vu à travers ce reportage et à travers les différents reportages que vous avez primés, qui partent du terrain, qui partent d'initiatives individuelles, citoyennes. Et c'est vrai qu'on a envie de mettre ça en lumière dans les différents journaux de France Télévisions et chez nos confrères aussi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus et on en est ravis, évidemment. Chantal, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, pas du tout. Peut-être un petit dire que cette initiative qu'on a vue, effectivement, elle n'est pas duplicable, hein, et elle ne correspond pas à tous les harcèlements non plus scolaires. Je pense qu'il faut, il y a du harcèlement plus sévère et d'autres moins sévères. Et on a vraiment pensé que ça pouvait peut-être être quand même un peu dupliqué quelque part. Tout à fait. En tout cas, bravo. Vous remettrez ce prix pour nous à l'équipe, évidemment, de Loïc de la Mornay. Tutoie actuellement les sommets, non pas ici, uniquement ici, mais ils sont à Hawaï, donc ils ne peuvent pas être présents. Désolé pour eux. Merci pour eux. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la salle. Alors c'est vrai que, et vous l'aurez compris, vous le savez d'ailleurs, nous avons tous le journalisme chevillé au cœur et notre mission a beaucoup évolué ces dernières années. Comme nous n'avons pas pour habitude de nous cacher derrière notre petit doigt, on va se poser les questions qui fâchent, si vous le voulez bien, pour voir comment notre profession est en train d'évoluer, comment elle peut aussi se remettre en question. Quelle raison d'être pour les médias. J'invite Violaine Choran, directrice RSE du groupe Bayard, à me rejoindre, ainsi qu'Antoine Janton, rédacteur en chef de Culture Média sur Europe 1, et que vous pouvez voir chaque soir dans C'est à vous sur France 5. Et pendant qu'il s'installe à mes côtés, je vous propose de découvrir, en vidéo évidemment, le palmarès et le lauréat du prix Reporter d'Espoir de l'engagement. 11 tonnes de denrées ont été livrées ce matin au siège de Midi Libre à destination des étudiants. C'est la deuxième édition des Expertes à la Une. Ici, à TF1, nous accueillons une centaine de femmes. Elles sont expertes, elles viennent des 4 coins de la France. Et nous avons un objectif, qu'elles osent enfin prendre la parole. Denis Caro et l'équipe du numérique de Nice Matin. Denis, venez nous rejoindre. Bonsoir, je pense évidemment, on va les citer, à Damien Allemand et Sophie Casal. Vous dirigez
la rédaction de Nice Matin, qui est le grand quotidien du Sud-Est. Je me fais la porte-parole du jury, si vous le voulez bien. Ce que nous avons aimé, c'est justement ce côté un peu précurseur que vous aviez dans cet engagement que vous avez eu à Nice Matin, cette volonté aussi de construire un média utile avec la société, en embarquant la société, en embarquant les lecteurs. Et nous avons aussi voulu finalement saluer ce travail de remise en question, parce que c'est aussi ça que ça dit, cette nouveauté à Nice Matin. Je vais peut-être vous demander de prendre un micro. Alors je ne sais pas si nous en avons suffisamment. On va débattre tous les trois. Peut-être un mot, Denis, sur ce prix. C'est important. C'est très important et je suis vraiment très heureux et très fier pour l'ensemble de la rédaction de Nice Matin qui s'est engagée de manière très soutenue sur la voie du journalisme de solution depuis 5 ans, puisque c'est notre marque de fabrique, en tout cas celle de notre offre abonnée sur Internet depuis 2016, et on s'est lancé dans cette aventure. On était effectivement précurseur en PQR, et je vois avec une grande satisfaction que parmi les 5 nominés, il y a 4 titres de PQR, ce qui, je pense, veut dire quelque chose sur la manière dont la PQR s'est engagée sur la voie du journalisme de solution. Donc on a fait ce pari. 5 ans plus tard, on est ravis de s'être engagé sur cette voie-là. Le journalisme de solution a fait des petits chez nous, puisque aujourd'hui, c'est 6 journalistes qui forment l'équipe qui travaille uniquement sur le journalisme de solution. On va les citer. Il y a Vincent Roseron, Aurore Malval, Guillaume Aubertin, Sophie Casal, Caroline Ansart, Jérémy Collado et Damien Allemand, c'est ça ? C'est ça. Alors, il y a eu des petits changements, mais c'est 6 personnes. Et quand je dis que ça fait des petits, on a dépassé très largement le cadre de cette équipe. Et aujourd'hui, on a diffusé partout. On labellise plus forcément journalisme de solution comme on le faisait au début, mais on traite dans nos colonnes et sur le web à travers ce prisme-là, et y compris dans nos rédactions locales. C'est une démarche qu'on a engagée plus récemment, mais maintenant le journalisme de solution, il est partout à Nice Matin. Il est partout et c'est important effectivement qu'il soit partout. Vous avez parlé de la PQR, on a beaucoup apprécié effectivement les initiatives du Midi Libre et de la Montagne notamment. Je vais me tourner vers vous parce que je voudrais savoir aujourd'hui comment on peut continuer à s'engager, comment on peut faire évoluer finalement les médias. Est-ce que, Antoine, vous avez le sentiment que les choses sont en train de bouger, qu'on a pris conscience, nous, journalistes, que la profession a pris conscience qu'il fallait peut-être changer de regard sur la société et changer de regard sur nous-mêmes ? Les sujets dont on parle depuis le début de cette cérémonie le montrent. Il y en a de plus en plus. De ma petite position à Europe 1 et dans les flots médiatiques, j'observe aussi que c'est une manière de pratiquer le journalisme qui a tendance à se développer. On avait reçu Nice Matin, on en avait parlé avec vous, Denis Caro, sur l'antenne d'Europe 1. Ce matin encore, nous avions des dirigeants du magazine Social Terre, Olivier Cohen de Timari et Philippe Vivian-Dury, le rédacteur en chef et le cofondateur du magazine, qui attachent une attention particulière à ce journalisme de solution. Le slogan, ils viennent de changer, de slogan critique radicale au singulier et alternative au pluriel. Ils cherchent aussi à proposer des solutions après avoir identifié des problèmes. Tout ça donc dans la complexité aussi de la réalité, dans la restitution de la complexité, c'est aussi très important. Et ce que j'observe aussi à travers, alors je cite 2 exemples, mais il y en a plein d'autres. C'est plusieurs choses, 2 axes rapidement. Le premier, c'est que évidemment le journalisme est là pour parfois apporter des solutions, faire découvrir en tout cas des solutions. Un petit exemple dans Social Terre ce matin, dans le dernier numéro, c'est une petite chose, mais bon, quand même, il y a un petit article consacré au four à pain qui fonctionne grâce à un panneau solaire. Voilà. Ça peut paraître un peu dérisoire, ça l'est pas forcément, et c'est intéressant. Il y a une autre dimension qui est aussi très importante, me semble-t-il, et que pratiquent bien beaucoup de médias,
c'est que pour être sensible aux solutions, il faut avoir conscience des problèmes, évidemment, mais il faut aussi être capable de susciter l'étonnement, la curiosité. Et différents intervenants en ont parlé avant nous, et ça, je trouve que plusieurs médias y arrivent de mieux en mieux. J'en ai un en tête, une newsletter qui s'est créée il y a quelques mois, qui s'appelle Bulletin. Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Elle est réalisée par un journaliste formidable qui s'appelle Jean Abiatessi, qui est tout seul pour le moment là chez lui, et qui chaque lundi matin arrive à proposer cette newsletter. Je vous encourage vivement d'ailleurs à vous y abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc voilà, l'étonnement, tout ça pour et susciter la curiosité, tout ça pour aussi inspirer les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, leur donner envie de s'intéresser à ces solutions et de leur donner envie aussi éventuellement de les reproduire. Et ça, je reviens à Socialterre, parce que c'est encore une fois un exemple assez frais dans mon esprit, qui s'intéresse au changement de vie. Voilà, il y a un grand dossier consacré au cadre, c'est d'actualité, qui change de vie, et ça peut être aussi inspirant pour plusieurs de leurs lecteurs. Dernière petite chose, et ensuite je m'arrête, je suis un peu long, je suis désolé, mais c'est important. Ce dont on parle, et on l'a déjà mentionné un peu depuis le début de la cérémonie, c'est d'abord de reportage. C'est-à-dire que tous les prix ont été attribués à des reportages, à des journalistes qui sont allés sur le terrain. Ça peut paraître évident, mais je pense que c'est important de le rappeler, surtout actuellement dans une société où les médias ont une tendance, en tout cas pour certains d'entre eux, à s'orienter vers le commentaire. Même pas vers l'analyse, mais vers le commentaire de l'actualité. Le commentaire, ça coûte pas cher, ça peut faire de l'audience. À mon sens, c'est destructeur, c'est dangereux. Et donc, le fait d'aller sur le terrain, de rapporter des faits vérifiés, qui peuvent être aussi des sources de solutions, c'est essentiel. Et en voir que ça se développe, c'est encourageant et donc motif d'espoir. Oui, vous avez raison de le souligner. Violaine Choran, vous participez, vous précisément, à opérer tous les changements dont nous venons de parler en interne au groupe Bayard. Ce mouvement, est-ce que vous diriez qu'il est finalement dans votre ADN ? Je crois que je pourrais dire qu'il est dans notre ADN peut-être depuis bientôt ou presque 150 ans. Je voulais profiter de cette soirée pour rendre hommage à Guillaume Goubert, qui est directeur de la rédaction de La Croix jusqu'à hier, qui a passé le flambeau aujourd'hui. Et ce matin, en guise de témoignage, il nous livrait l'étymologie il nous livrait d'abord son amour de l'actualité et par son étymologie, et il nous a appris, vous le savez tous peut-être, mais moi je l'ai appris ce matin, que l'actualité venait de actualis, qui agit, actualitas, la force opérante, et je me suis dit en l'écoutant que finalement l'expression du souci de l'actualité, donc de la mise en action, était l'essence même du journalisme, et voilà, et que effectivement, je crois que c'est dans notre ADN par la voix de La Croix. Qui a des rubriques et des espaces dédiés pour les idées pour agir depuis sa création. Alors c'est passé du côté de La Croix l'hebdo, depuis la naissance de cet hebdomadaire. Je citerai aussi Pèlerin, mais alors c'est difficile avec tous nos titres de presse. Oui, mais, la liste est longue. Le Pèlerin qui vraiment porte chevillé au corps le souci, le journalisme de solution et d'espérance. Alors vous parliez de presse régionale, alors c'est vrai que Pèlerin c'est un titre national mais qui est ancré au cœur des régions et je crois qu'il joue bien son rôle de ce côté-là. Je pourrais citer Notre Temps, mais ça serait trop long, mais je citerai aussi la presse jeunesse, que vous connaissez sans doute, de Poppy à Phosphore, qui ne cache pas les menaces du monde, mais peut-être trouve les mots, les mots à la hauteur des enfants pour raconter les choses et aussi leur donner des clés pour agir. Voilà, et je crois qu'effectivement, l'ADN de Bayard, c'est peut-être regarder le monde tel qu'il est en s'adressant à tous et sans jamais vraiment désespérer. Ne jamais désespérer, c'est une belle conclusion en tout cas. Je vous remercie tous les trois. Denis, vous remettrez le prix évidemment à l'équipe qui doit l'attendre avec impatience. Je sais qu'ils en avaient très envie. Eh bien voilà, il est à vous. On est ravis. Allez, poursuivons notre soirée et faisons maintenant, si vous le voulez bien, la part belle aux innovations. Et pour vous montrer que
Nous savons, chez Reporters d'Espoir Appliqué, ce que nous prenons. J'appelle Stéphane Rougeau, administrateur, pour évoquer avec nous la France des solutions.fr. Dans quelques instants, nous allons découvrir qui a emporté évidemment les votes du jury. Et j'appelle pour cela à mes côtés François Saltiel, évidemment, journaliste, chroniqueur dans le magazine quotidien 28 minutes sur Arte, professeur, je dois tout dire François, je ne sais pas, oui, professeur à l'IFP, auteur de Vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag, entre autres évidemment. Et pendant que vous me rejoignez, découvrons ensemble, si vous le voulez bien, les nommés et l'innovation lauréate. Se transformer pour s'adapter à ces changements. Ici, dans les Hauts-de-France, c'est le blé qui domine largement, mais dans 30 ans, ces champs pourraient bien être davantage recouverts de maïs qui poussera beaucoup plus facilement. Les autres possibles. Les autres possibles. Bravo à Jeanne Laprairie et Marie Bertin qui sont, je l'espère, dans la salle et qui vont nous rejoindre. Voilà, c'est en cours. On va évidemment peut-être, François, expliquer notre choix. Hein, c'est important. Bien sûr, un choix qui a été d'ailleurs très difficile quand même sur ce prix-là de l'innovation, puisqu'il y avait des candidats qui étaient avec une offre qui était très intéressante, très pertinente. Je crois même qu'à un moment donné, on avait hésité sur ce prix à remettre un prix ex aequo avec... C'est vrai. Et voilà, on peut le dire, on est en toute transparence. Avec Ta Voix, qui était aussi une très belle initiative qui donne la parole à la jeunesse, qui fait de l'éducation aux médias et avec tout un partage de générations. Mais on a été évidemment encore plus sensible à votre proposition qui a 5 ans, je crois, sur les autres possibles. Et c'était assez intéressant finalement de remettre un prix de l'innovation sur un journal papier. On a tendance toujours à croire que l'innovation, le progrès, c'est la tech, voilà, c'est des prouesses technologiques qui peuvent d'ailleurs au service d'une idée, comme ça a été le cas d'ailleurs chez TF1 dans l'un des lauréats de ce prix aussi. Mais finalement, l'innovation, ça peut être le papier, ça peut être une manière de concevoir le journalisme sur du temps long aussi, parce que souvent le progrès nous emmène toujours vers une course en avant, une course sans fin, où on est dans l'instantanéité, on passe d'un tweet à un mail, à une notification, et puis ce que vous proposez dans votre journal, je ne sais pas si vous l'avez en main, parce qu'il est particulier, on va pouvoir le découvrir. Il est là, oui. Il surprend par la forme et il convainc par le fond, je crois que c'est à peu près ça le slogan que j'ai retenu. Voilà, c'est un journal donc unique, à la fois avec un recto verso qui fait la part belle aussi aux infographies et aux cartes, et là aussi on a de l'innovation sur la manière de présenter l'information, comment on la met en scène, comment on donne des outils, des clés, donc du journalisme, de terrain aussi, évidemment, de proximité, de l'innovation par le papier, du temps long, de la forme innovante, donc tout ça concourt à ce que les autres possibles soient aujourd'hui lauréats de ce prix Reporters d'Espoir. Et pour finir, je crois que vous faites même des événements physiques, puisque c'est un journal, mais c'est aussi des rencontres, comme on a le plaisir de le vivre ce soir tous ensemble, et je crois que ça nous fait du bien de nous retrouver. Oh, oui. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'en faire un journalisme vivant, dans le sens où vous êtes en contact direct avec les citoyens, avec les gens, avec vos lecteurs, il y a une véritable communauté. Donc pour tout ça, bravo. Bravo, effectivement. On va peut-être vous faire passer un micro parce qu'on a très envie de vous entendre toutes les deux. Quand on regarde finalement vos parcours, on se dit qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Quand même. Être à la manœuvre sur les autres possibles, c'était quoi? C'était une suite logique? C'était comme une évidence finalement pour vous dans le parcours de journaliste que vous avez eu? Oui,
effectivement, on peut dire ça comme ça. On a fait l'école, on s'est rencontrés à l'école de journalisme de Tours. On est passé par des rédactions, on s'est retrouvés sur Nantes, toutes les deux un peu lasses de la façon dont on avait pu traiter l'info, pour plein de raisons. La rapidité, effectivement, les problématiques, enfin on l'a assez souligné. Et Jeanne, qui a été donc la directrice de la publication pendant 5 ans de ce magazine, avait ce projet dans les cartons de parler des solutions, des initiatives, et surtout locales. Effectivement, cette échelle locale fait vraiment sens pour nous, on peut souligner ça, parce que c'était pour nous mettre en lien les lecteurs, les habitants, avec les solutions qui émergeaient près de chez eux. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce magazine qui, de par son contenu, mais aussi par sa forme, cette carte, il est cartographique, permet aux gens de visualiser en fait ces solutions qui émergent près de chez eux et de les rejoindre s'ils le veulent. Et donc ça, c'est notre façon à nous de faire du journalisme et de l'action à la fois, en fait. Et c'est un succès, je crois, et vous me direz si je me trompe, si j'espère avoir les bons chiffres sous les yeux. 50 000, c'est ça, Jeanne, 50 000 magazines vendus en Loire-Atlantique depuis le lancement? Oui, c'est ça, on doit être un peu plus maintenant, parce qu'on en est le 33e est en cours de fabrication, parce que cette fabrication dure longtemps, effectivement. 130 points de vente, c'est ça? Oui, on a installé un à un ces points de vente. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe, de collectif. On est une quinzaine autour des autres possibles, dont 6 salariés. Et c'est un engagement, effectivement, à la fois du journalisme, donc du sujet, du sens, jusqu'à la diffusion, en passant aussi par l'incarnation de la solution dans comment on le fait en interne. On s'est attaché à incarner ces solutions d'égalité, de solidarité, d'innovation aussi dans le travail, le rapport au travail. Ses collègues, on est toutes dans l'égalité salariale. On est aussi toutes co-directrices où les salariés sont les travailleurs et les journalistes sont associés aux décisions. On agit depuis le début sur une transparence totale, que ce soit avec les lecteurs, mais aussi en interne, et ça fonctionne très bien, la sincérité et la transparence. Et aussi, on agit énormément sur l'éducation aux médias, qui était associée au projet dès le départ, puisqu'on ne peut pas inventer un nouveau journalisme sans critiquer et apprendre à critiquer l'information telle que parfois elle est servie et mal servie. Voilà. Donc on a essayé d'en faire un projet global, on est hyper fiers. Je pense que je peux parler avec Marie et toute l'équipe, de voir ce travail reconnu parce qu'il n'a pas été facile et qu'on est parti avec peu d'argent, pas d'investissement, puisqu'on a essayé de faire du papier qui prend son temps. C'est important de prendre son temps et on parle aujourd'hui de slow journalisme. C'est aussi du journalisme, comme on le disait tout à l'heure. Stéphane Rougeot, je me tourne vers vous parce que finalement, ça doit vous parler tout ça. La France des solutions.fr, vous nous en dites quelques mots. C'est important parce que ça rassemble toutes ces initiatives. Oui, absolument. Et peut-être juste avant de vous parler de cette dernière innovation de Reporters d'Espoir, d'abord félicitations à vous deux. Parce que finalement, l'innovation, c'est très difficile, c'est passionnant, c'est excitant, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est changer nos habitudes, c'est se remettre en question, c'est sortir de sa zone de confort, c'est prendre des risques. Et donc, c'est extrêmement difficile, et il y en a plein, évidemment, qui échouent. C'est aussi faire face à des peurs, faire face à des résistances, faire face parfois à des intérêts qui nous empêchent d'avancer. Mais c'est vital parce que c'est ce qui nous permet de progresser, c'est ce qui nous permet de nous adapter. Et nous, c'est vrai que chez Reporters d'Espoir, ce prix de l'innovation, il est extrêmement important parce que ça permet de mettre à l'honneur des journalistes qui contribuent à faire évoluer, à faire progresser ce monde des médias qui est si important pour notre société et qui doit aussi affronter une époque qui change avec la désintermédiation, avec une pléthore de contenus accessibles par tout le monde, avec parfois une désaffection, voire une défiance de l'audience. Et donc cette innovation, elle est fondamentale pour ce secteur des médias et c'est pour ça que pour nous, on souhaite effectivement la mettre à l'honneur. Alors évidemment, chez Reporters d'Espoir, on innove également. Je crois que Gilles, Christophe et toute l'équipe ont montré un certain nombre de choses, que ce soit sur l'assistant Google, que ce soit sur le hackathon qu'on organise, et puis sur effectivement la nouvelle version de la France des solutions qu'on a faite en 2019, qui était sous la contrainte évidemment du Covid, mais qui nous a permis de faire finalement une émission télé sur 24 heures, quelque chose qu'on n'aurait pas fait dans des conditions habituelles. Mais c'est ça aussi l'innovation, c'est sous la contrainte. Et on est ravis aujourd'hui de vous présenter notre petite dernière, qui est la France des solutions.fr.
En fait, évidemment, on a réalisé que, notamment pour les médias, pour les journalistes, c'était difficile d'avoir accès à toutes ces solutions, à toutes ces initiatives qui peuvent exister. Alors évidemment, on vous en fournit, vous en trouvez par ailleurs, mais toute l'équipe s'est mobilisée pour créer une plateforme numérique qui rassemble aujourd'hui plus de 1500 initiatives, et puis il y en a tous les jours qui arrivent, et qui permettent aux journalistes et aux médias d'avoir accès à ces solutions. Il y a un moteur de recherche, c'est extrêmement facile d'accès, et derrière, ça peut vous permettre de les utiliser pour illustrer vos reportages, vos papiers, vos articles, et puis pouvoir montrer ce monde qui se construit. Donc je voudrais remercier toute l'équipe à Reporters d'Espoir qui a justement lancé cette plateforme. Il y a Joshua, je crois, qui est là. Il y a Benoît Raphaël avec l'équipe Flint. Il y a également tout un tas de bénévoles. On a eu des journalistes qui ont été des bêta-testeurs également sur cette plateforme. La plateforme est lancée aujourd'hui, donc c'est une grande journée pour nous. Et puis je voudrais aussi d'avance remercier tous les journalistes qui sont là, non seulement pour venir et pour participer à ce mouvement de Reporters d'Espoir, mais également pour utiliser la plateforme dans les mois qui viennent, en faire la promotion auprès de vos confrères, et puis également nous dire ce qui fonctionne pas, nous permettre de l'améliorer, nous permettre de continuer à innover. Donc d'avance, merci pour ça. Oui, c'est une très belle initiative et j'ai fait partie des testeurs et c'est vrai que c'est formidable. Et en plus, ce qu'on n'a peut-être pas expliqué, et on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Gilles, mais c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir des papiers qui sont à l'intérieur, mais on peut nous aussi venir en demander. Enfin voilà, c'est vraiment très interactif et je pense que ça va ouvrir le champ des possibles et c'est ce qu'on aime faire forcément ici. Merci en tout cas de nous avoir expliqué la nouveauté, la francedessolutions.fr. Je vous laisse, François, donner le prix et puis peut-être redire un petit mot. Oui, un tout petit mot très rapide aussi pour donner un argument de plus par rapport au succès de votre journal, c'est qu'il fonctionne sans publicité. On sait aussi ô combien c'est compliqué quand on crée un média, encore plus quand on le crée, d'arriver à vivre et à s'affranchir du modèle publicitaire. Je pense que tous les journalistes qui sont dans la salle ont déjà un petit peu vécu, malheureusement, indirectement, les pressions que peuvent exercer parfois les annonceurs. Donc c'est encore plus beau d'arriver à s'en affranchir. Et ça montre aussi que faire un journaliste totalement indépendant, c'est un autre possible, et un possible qu'on va essayer tous ensemble de continuer à faire vivre. Donc encore une fois, bravo à vous. Merci. Et pour cela, on remercie d'ailleurs tout notre lectorat qui nous a permis d'en arriver là, à cette indépendance qu'on cherche toujours, et à ce prix aussi, parce que c'est grâce à lui qu'on est toujours là au bout de 5 ans. Merci beaucoup et bravo à vous. Je vous laisse évidemment regagner la salle. La soirée avance, la cérémonie avance et il est temps de passer à notre prix européen du jeune reporter. Vous pensez que l'information peut donner envie d'agir lorsqu'elle montre à la fois des problèmes et des solutions aux problèmes de société. Vous êtes un jeune journaliste ou un étudiant, vous aimez lire et écrire en français. Vous voulez être un reporter d'espoir ? Réalisez un reportage écrit sur une initiative écologique, économique ou solidaire. Une initiative associative ou entrepreneuriale qui a lieu quelque part en Europe et qui peut inspirer d'autres pays. Une initiative concrète qui a un impact positif sur la vie des gens. Une initiative qui mérite d'être connue du plus grand nombre. À vous de jouer. Et on va demander aux lauréats de pitcher leur sujet. Qui a envie de commencer ? Est-ce que c'est moi qui désigne ? Oui, c'est moi. Bon, on va prendre dans l'ordre alors. Non. Non. Si. On va prendre dans l'ordre. Bonsoir. Bonsoir. Quel a été le choix de votre sujet ? Et peut-être nous dire la raison pour laquelle vous avez eu envie de concourir au prix du jeune reporter d'espoir ?
Bien sûr. Et du coup, Gabriele et moi, on a présenté un reportage qui s'appelle La revanche des cépages oubliés. Et il parle d'un problème qui c'est très peu connu à l'intérieur du monde du vin italien. Et du coup, le vin, c'est un des majeurs exports de l'Italie. Et l'Italie, c'est un des plus grands pays exportateurs de vin au monde, mais il y a un problème avec le fait qu'il y a très peu de types de vins qui sont en demande à l'extérieur, comme le Prosecco, le Lambrusco, etc., que tout le monde connaît, évidemment. Mais ça crée des problèmes, soit d'un point de vue environnemental, oui, et d'un point de vue de la santé humaine, parce qu'effectivement, la loi italienne ne permet pas de les produire partout, mais seulement dans des terroirs très précis. Et du coup, ça amène beaucoup de producteurs à utiliser des pesticides très, très lourds et qui créent des problèmes de cancer et tout. Et aussi, ça crée des problèmes avec la biodiversité parce qu'évidemment, si tout le monde utilise les mêmes cépages, la biodiversité est morte. Et du coup, notre reportage, c'est sur les cépages oubliés. Oui, les fermes qui ont décidé de récupérer des cépages anciens, traditionnels de ces terroirs et pour trouver des alternatives au vin mainstream. Et ils l'ont avec beaucoup de succès, en effet. Oui. Donc, la revanche des cépages oubliés, Viola Stefanello et Gabriele Cruciata. Je vais donner la parole effectivement aux autres participants, aux autres lauréats. Alors, comme je ne vous connais pas, parce que moi je n'étais pas dans ce jury, forcément, je vous découvre. Qui a envie de prendre la parole? On va peut-être faire dans l'ordre, si vous le voulez bien. Hein, on va continuer. On va vous demander aussi de vous présenter et de pitcher effectivement le sujet que vous avez défendu. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi j'ai réalisé un reportage sur un service civique unique, un service civique européen à Metz, qui a eu lieu à partir du mois de septembre dernier. Et en fait, l'idée, elle est toute simple, c'est de réunir à la fois des jeunes Français et des jeunes Européens pour réaliser les mêmes missions d'intérêt général. Et moi, j'ai été extrêmement touché par ce projet, parce que au même moment où on avait encore la crise du Covid, et notamment c'était pendant le second confinement, et où les frontières entre les pays européens étaient fermées, où les règles sanitaires étaient différentes entre chaque pays, mais en fait, à cet endroit-là, à Metz, entre ces 24 jeunes, tout fonctionnait. Pardon, je perds mes mots. Tout fonctionnait Eh bien, c'est-à-dire qu'on avait l'impression, évidemment, qu'il y avait la crise du Covid, mais les initiatives continuaient malgré le confinement, les missions continuaient à être réalisées. Donc, reportage sur le service vers un service civique universel en Europe. Cédric Stangelini, on dit comme ça? Exactement. Bon, j'ai bien prononcé, tout va bien. Je me tourne vers Guylaine Germain, prix Pays francophone. Des professionnels qui ne font pas genre la ségrégation sexuelle dans le monde du travail. Comment est-ce que vous avez choisi ce sujet et pour quelle raison, Guylaine? Moi, j'ai choisi ce sujet parce que quand j'étais petite, j'étais fan de Tintin. C'était mon héros sur Terre. Sauf que Tintin, c'était un garçon et moi, j'étais une fille. Donc moi, j'étais persuadée que je ne pouvais pas devenir un journaliste comme Tintin. Et même si j'y arrivais, j'avais l'impression que j'aurais toujours quelque chose qui se mettrait en travers de mon chemin, le fait de ou autre chose. Et puis, donc, j'ai découvert qu'on était tous conditionnés par tous ces stéréotypes de genre et que ça nous orientait dès à choisir une filière ou une autre. Et donc je me suis penchée sur justement des gens qui avaient fait un travail, qui exerçaient un métier qui n'était pas de leur genre, supposé, évidemment, parce que en fait un corps qui soit de femmes, d'hommes, de personnes non binaires, il se forme à un travail, aussi dur physiquement soit-il. Un caractère aussi, ça se forme selon comment on a été élevé. Donc je voulais juste montrer qu'on pouvait faire exactement ce qu'on voulait dans la vie, que le fait qu'on naisse homme, femme, n'importe quoi,
Ça ne décidait en rien ni nos envies, ni nos passions, ni nos compétences. Et c'est en allant vers plus de mixité dans l'emploi aussi qu'on réglera des soucis d'égalité économique et sociale, notamment sur le marché du travail européen. Bravo en tout cas à tous les 4 et tous les 5, puisque je n'oublie pas évidemment Jivan. Je vais appeler peut-être pour vous remettre vos prix. Dorothée Merville, directrice de la Fondation Hippocrène, Pascal Habert du Fonds de dotation jeunes et innovants, et Nicole Oliveira, bénévole à Reporters d'Espoir, qui se fait la porte-parole d'Étienne Fimelin, président de la Fondation du Crédit Mutuel. Alors, on va avoir un problème de place. Je vais me lever et je vais vous laisser... Non, moi aussi, ça me fera du bien. Ça fait un moment que je suis assise. Alors, je vous en prie, asseyez-vous et peut-être un mot sur la manière dont ces prix ont été choisis et votre engagement aussi pour Reporters d'Espoir et pour ces jeunes européens. En fait, je prends un petit papier parce que je n'ai pas la parole aussi facile que vous tous, brillants journalistes qui êtes ici présents. Voilà, en fait, je suis très très heureuse d'être ici et au nom du Fonds de dotation jeunes et innovants, je suis effectivement particulièrement heureuse d'être parmi vous ce soir. Je félicite les différents acteurs qui ont permis cet événement, plus particulièrement et chaleureusement Reporters d'Espoir, dont je salue toute l'équipe qui a su, de façon remarquable, donner l'impulsion à cette belle ONG depuis 2004 et assurer son développement au cours des années pour en faire la pionnière tout d'abord du journaliste de solutions, puis en constituer une pierre fondatrice majeure. Le Fonds de dotation jeunes et innovants soutient Reporters d'Espoir. Nous sommes en effet conscients de l'importance de créer de la confiance dans l'information, que celle-ci soit porteuse d'espoir et donne envie d'agir dans le souci du bien commun. Reporters d'Espoir y croit, agit en conséquence, en promouvant sans compter ce journalisme de solutions, constructif, à impact, auquel nous ne pouvons que souhaiter que le plus grand nombre adhère. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de remettre un des 4 prix décernés à l'occasion de cette première édition du prix européen du jeune reporter, qui s'avère une réussite par le nombre de reportages reçus et la qualité de cela. Cédric, par son reportage, nous sensibilise à l'expérience vécue en 2020 par 24 jeunes, 12 Français et 12 Européens, qui ont participé à la toute première expérimentation du nouveau service européen. Un engagement pour remplir des missions d'intérêt général dans les écoles, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes ou encore en soutien aux personnes isolées. Ce concept de service civique européen est testé en Moselle grâce à l'idée d'un jeune Lorrain ayant constaté quelque peu dépité que les énergies européennes se montraient parfois peu solidaires, chacun agissant dans son coin, son univers ou son milieu. Après quelques années passées dans différents coins du monde, notre jeune héros lorrain s'est consacré, nous dites-vous, Cédric, à ce projet dès 2018. Il s'entoure de bénévoles, crée le collectif pour un service civique européen et frappe aux portes pour faire entendre sa belle idée. Un service civique généralisé à l'échelle de l'Union européenne. Une façon de faire converger les systèmes existants de services civiques nationaux et l'actuel corps européen de solidarité vers un dispositif simplifié où le mélange culturel est au cœur du projet. Cédric, d'avoir repéré cette initiative est hautement précieux. On ne peut que souhaiter que d'autres promotions de jeunes Européens suivent l'exemple de ces jeunes Mosellans, que le projet s'étende à d'autres régions, d'autres pays, là où il y a des services civiques nationaux, et qu'une véritable coopération s'installe. Les moyens existent, vous nous précisez ça très précisément, et la jeunesse est demandeuse. Que votre reportage soit éclairant pour tous et qu'il contribue à l'essor de ce projet européen. Soyez remerciés, félicités pour ce travail, par ce prix
que j'ai le plaisir de vous remettre. Et au nom du Fonds de dotation Jeunes et Innovants, je vous souhaite vraiment de tout cœur une très belle continuation. Merci Pascal. On va peut-être... Bravo Cédric. On va peut-être passer le micro à Dorothée Merville, directrice de la Fondation Hippocrène, pour qu'elle nous dise quelques mots aussi. Vous avez un petit papier, Dorothée ? J'ai aussi mon petit papier, parce que moi non plus, je ne suis pas journaliste. Voilà, nous sommes le club des non-journalistes pour les jeunes reporters. Bonjour à tous et bonjour surtout à nos lauréats. Moi, je représente la Fondation Hippocrène. C'est une fondation reconnue d'utilité publique, familiale, et qui a pour mission de donner le goût de l'Europe aux jeunes Européens. Notre mode d'action consiste à soutenir des projets associatifs dans tous les domaines qui concernent la jeunesse européenne, en particulier la culture, l'éducation, l'environnement. L'Europe devient ainsi un partenaire de la réussite et de l'impact de l'engagement des jeunes, un moyen d'aller plus loin. Reporter d'Espoir nous a sollicité pour être partenaire du prix Jeunes Reporters il y a quelques mois. Cette association et ce prix s'inscrivent pour nous parfaitement dans les projets que nous aimons, à la fois simples, mais impactants, porteurs de messages positifs et profondément européens. On le voit à travers ce reportage lauréat écrit par une jeune Belge, Guylaine, sur un sujet qui fait d'ailleurs partie, on ne le sait pas forcément beaucoup, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a été créée en 2009. Quel est ce thème ? Celui de l'égalité entre hommes et femmes, et notamment dans le cadre de l'emploi, du travail et de la rémunération. Et vraiment, je vous félicite avec grand plaisir, Guylaine, pour ce reportage des professionnels qui ne font pas genre. C'est un sujet qui a été traité de manière particulièrement constructive, avec plusieurs points de vue, des témoignages analysés avec finesse. Alors moi, je ne suis pas habituée au journalisme de solution, et donc j'ai été particulièrement impressionnée par votre talent. Et c'est également une manière très européenne d'avoir traité l'information, puisqu'il y avait des exemples dans plusieurs pays. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'un des témoins, Phil Oliver Ross, a été lauréat de la Fondation Hippocrène en 2017. Donc voilà, ça montre que nos chemins devaient se croiser. En tout cas, je retiens vraiment une phrase de l'article qui, je pense, est un petit peu la solution à beaucoup de problèmes d'égalité, comme vous l'avez dit. L'égalité ne passe pas par l'absence de différence, mais par l'acceptation de leur existence. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme approche. Et trop peu, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui pourraient être résolus en le prenant par ce bout-là. Et cette phrase me plaît, d'autant plus pour moi, européenne convaincue, que je trouve que ça fait écho aussi à la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. Et donc merci beaucoup à vous, et d'ailleurs à vous trois, d'avoir montré qu'une partie de la solution, c'est parfois aussi l'Europe. Voilà, merci beaucoup. Merci Dorothée. Eh bien, nous allons passer à la dernière intervention. Nicole Oliveira, bénévolat reporter d'Espoir. Vous portez la parole de Rémi Fumelin ce soir. Bon, bravo Viola, bravo Gabriele. Oui, le jury a été conquis par votre sujet. Et oui, le jury a apprécié, outre la qualité de l'écriture, la dimension porteuse d'espoir qui fait que cette initiative peut être encouragée, peut essaimer dans toute l'Europe. Alors c'est vrai que normalement c'est pas moi qui aurais dû parler, c'est Étienne Flimelin, président de la Fondation du Crédit Mutuel, qui aurait dû vous remettre ce trophée ce soir, mais il a été empêché, il ne peut pas être avec nous. Donc, à moi revient le plaisir de relayer le message qu'il a préparé pour vous. Alors, je vous lis le message. En créant la fondation du Crédit Mutuel, avec comme axe principal la promotion de la lecture et de la solidarité, nous avons souhaité mettre l'accent sur l'éducation au sens de la liberté de penser et de l'ouverture aux autres.
C'est pour cela que je me retrouve dans ce prix de jeunes reporters et dans les reportages des lauréats que je veux remercier et saluer ce soir. Dans l'intitulé de ce prix, il y a l'Europe, valeur fondamentale. Et il y a les jeunes qui ont grandement besoin de soutien aujourd'hui. C'est une démarche positive et fructueuse dans cette période mouvementée. J'ai le sentiment qu'un monde plus empathique est en train de se construire, mais dont peu de médias parlent. Ouais. Ça commence. Beaucoup reste à construire, notamment sur le plan de l'écologie et de nouvelles formes de solidarité. Il est fort probable que les solutions viendront de la base et non pas du sommet. Merci et bravo aux lauréats d'être allés glaner ces initiatives qui témoignent de l'existence d'une Europe sociale et écologique et de s'en être fait les analyses à la fois critiques et bienveillantes. Donc merci Monsieur Flimelin et merci à nos mécènes qui ont permis à Reporters d'Espoir d'organiser cet événement. Je vais en profiter pour inviter de nouveaux mécènes à nous rejoindre dans l'aventure. Pour nous aider le président applaudit. Dans toutes ces actions qu'on a essayé de décrire ce soir. Pardon Le président applaudit. Ah ben. Et puis, je voudrais aussi inviter comment dire, les mécènes, pas les mécènes, les... Oh là là. Là, je ne peux pas vous aider. Non, je veux dire il y a les bénévoles, mais le mécénat de compétences, voilà, j'ai retrouvé mon mot. Je voulais inviter les mécènes de compétences et les bénévoles à venir rejoindre aussi l'aventure. Ce que j'ai fait moi il y a maintenant un certain nombre d'années et que je continue à faire avec plaisir et beaucoup d'enthousiasme. Bravo et merci beaucoup. Je vous laisse toutes les trois regagner la salle et c'est vrai que le temps presse, on est en bonne compagnie mais l'heure tourne. Alors je voudrais... entrer dans un débat européen, vous restez avec nous parce que nous allons accueillir Paolo Levi, journaliste correspondant des médias italiens La Stampa et Danza, Michaela Wiegel, journaliste correspondante du média allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, pardon pour la prononciation, c'est plus simple pour moi en italien, et Gianpaolo Accardo, journaliste cofondateur de Vox Europe. Bienvenue à tous les trois, j'espère que nous avons suffisamment de micros, sinon je vais vous prêter le mien. Parce que nous avons besoin de parler d'Europe ensemble et de parler d'Europe avec eux. Est-ce que le journalisme européen, le journalisme de solution européen est en construction? Qui veut prendre la parole? Qui a envie de commencer? Je vais prêter mon micro. Oula. Alors, est-ce que le journalisme européen est en construction? Oui. C'est un processus un peu compliqué. D'abord, il faudrait s'entendre sur qu'est-ce que le journalisme européen. Est-ce que c'est un journalisme qui s'adresse à tous les Européens ou c'est un journalisme qui parle d'Europe? Probablement, ce sont les deux. Et c'est quelque chose qui est effectivement en construction dans la mesure où s'adresser à tous les Européens, vaste débat, comment fait-on? Dans quelle langue? Nous avons fait le choix de le faire en plusieurs langues, d'autres ont fait le choix de le faire dans une langue, essentiellement l'anglais. Désolé. Est-ce que c'est un journalisme qui parle d'Europe, mais d'Europe quoi? L'Europe des institutions ou l'Europe des citoyens? Là aussi, ce sont des choix que certains médias ont fait. Certains parlent plutôt des institutions, d'autres parlent plutôt des citoyens. C'est ce dernier choix que nous avons fait à Vox Europe et c'est celui qu'ont fait plusieurs autres médias. Et c'est cette Europe des citoyens qui est celle qui nous intéresse le plus parce que nous pensons que la construction européenne, elle se fait dans les deux sens. Il y a celle qui vient de Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, qui est l'Europe des institutions dont on a forcément besoin pour créer une Europe du droit, des règles, parce que c'est là-dessus qu'elle se fonde. Et puis il y a l'Europe au quotidien, qui est celle que font les citoyens, que font notamment les jeunes citoyens, il faut le dire, parce que ce sont eux qui sont les plus mobiles, ce sont eux qui ont tout de suite saisi l'opportunité d'une Europe sans frontières, avec Erasmus pour commencer, et ensuite qui ont profité énormément de Schengen, en tant qu'étudiants d'abord, et ensuite en tant que travailleurs, parce que ce sont les jeunes qui ont une énorme mobilité au sein de l'Europe, ce sont eux qui ont souffert le plus aussi de la fermeture des frontières suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie et qui encore sont un peu coincés. Et ce sont eux probablement qui sont les plus porteurs d'espoir
de la construction d'une Europe unie, solidaire, démocratique et prospère et en paix. Voilà. Télé. Je veux bien laisser la parole Justement, j'aimerais bien vous féliciter tout d'abord, comme vous. Enfin, à part vous, le français n'est pas ma première langue et je trouve déjà, on n'a pas suffisamment dit votre exploit de vous exprimer si bien dans une langue qui vous tient au cœur, mais qui n'est probablement pas, c'est probablement pas la même chose pour quelqu'un qui pratique tout le temps le français. Et je pense c'est là aussi tout le mérite de ce prix, de susciter des vocations, de s'exprimer dans la belle langue de Molière et en même temps de trouver des exemples dans son propre pays qui puissent être justement une portée européenne. Et pour cela, je suis vraiment très heureuse qu'on a pu avoir vos reportages. J'étais vraiment impressionnée par la qualité même de ceux qui n'ont pas gagné le prix. Et je crois si on pose la question, est-ce qu'il y a un journalisme européen en train d'apparaître, ben là, il y a un gros pas qui est pris parce que je viens d'un contexte franco-allemand où et l'OFAGE d'ailleurs j'ai vu avec grand plaisir va s'impliquer davantage, mais on essaye depuis 63 avec le traité de l'Élysée de renforcer l'apprentissage de la langue des deux côtés du Rhin. Et ça marche pas toujours très bien et je pense là ça peut donner vraiment envie d'apprendre parce qu'on sait qu'on peut aussi être lu, écouté ou vu dans l'autre pays. Paolo sono Gian. Gianpaolo c'est lui, moi c'est juste Paolo. Ben, écoutez, je suis absolument ému et par les reportages qu'on a pu lire et ça a été vraiment une aventure. Merci à Reporters d'Espoir de nous avoir embarqués dans cette magnifique aventure parce que voilà, ça a vraiment si ça c'est l'avenir du journalisme, alors c'est un super avenir devant nous qui nous attend parce que les reportages étaient d'une qualité remarquable et surtout ils nous font vibrer en tant qu'Européens parce que voilà, il y a cette dimension, cette échelle qui aujourd'hui est la seule échelle pertinente pour pouvoir faire face aux défis. La pandémie l'a démontré de façon assez virulente, claire et nette et voilà, donc aujourd'hui je pense que l'Europe elle marche sur vos jambes et là on est vraiment assuré d'une très bonne relève. Et merci pour vos reportages. C'était vraiment quelque chose d'émouvant, touchant et qui donne plein d'espoir dans l'avenir. Merci. J'ai juste un tout petit regret, c'est que vous ne soyez pas venu avec vos cépages rares. Est-ce que vous voulez dire un mot justement sur ce journalisme européen? Est-ce que c'est quelque chose qui est en construction, on l'a dit, et grâce à vous, qui a envie de peut-être... Guylaine? Je veux bien dire juste une petite chose, c'est que pour moi le journalisme européen c'est aussi du journalisme collaboratif et que je vois à Bruxelles de plus en plus de petits médias se créer et qui rassemblent plusieurs pays européens et c'est ce qui a été... peut-être bien avec tout ce qui était télétravail, c'est que maintenant on sait bien se servir de Zoom et on sait bien tous communiquer entre nous et je fais partie d'un projet qui rassemble des journalistes italiens, autrichiens, polonais, belges, français, espagnols, de partout. Il y en a, c'est même d'ailleurs un peu extra-européen, il y en a même aux États-Unis et ça va être un sujet traité en collaboration avec plein de journalistes qui sera justement en plusieurs langues, pas que en anglais. Et pour moi, le journalisme européen, c'est aussi du journalisme collaboratif avec tout plein de journalistes ensemble. Et vous faites la démonstration que effectivement, notre métier n'a pas de frontières. Donc, c'est important de le souligner. Merci à tous les trois d'être venus. Paolo, pardon, Michaela et Gianpaolo. Et puis à vous quatre. Et je n'oublie pas évidemment Jivan qui n'était pas avec nous ce soir, qui était retenu. Sans cépage,
Mais de manière certaine, nous allons nous diriger d'ici quelques minutes vers le cocktail. Mais je voudrais rappeler Christophe et Gilles avant cela, s'il vous plaît. Messieurs, venez me rejoindre. C'est à vous que revient le mot de la fin, forcément. Gilles, ne me dites pas que vous avez un petit papier, vous aussi. Je vous vois fouiller dans votre veste. Non, j'ai rangé mon petit papier pour me concentrer sur l'essentiel. Oui, chacun a son micro. On n'a plus peur du Covid maintenant, 1er juillet. Mais vous avez gardé votre masque. Tout à fait, oui. Merci beaucoup pour toute la belle énergie que et les lauréats, et les membres du jury, et les partenaires mécènes ont partagé, et les bénévoles. J'oublie pas Nicole, qui ne l'a pas dit, mais elle est depuis le début de Reporters d'Espoir, donc il y a 17 ans dans l'aventure, et elle reste parmi nous, donc c'est que ça se passe bien. On a plusieurs rendez-vous à rappeler ou à annoncer. Adhérer à l'association, évidemment. Oui, très important. Ça, c'est important, et c'est pas cher en plus. Il y a des... Et déductible des impôts. Déductible des impôts, tout à fait. Vous connectez gratuitement, évidemment, en revanche, à la plateforme lafrancedessolutions.fr, qui est une base de données. Aujourd'hui, il y a 1500 initiatives, des fiches initiatives rédigées par nos équipes, par Nicole notamment, par les équipes de Reporters d'Espoir, par un réseau de bénévoles qui est en train de se constituer un peu partout en France. Vous donnez un rendez-vous le 23 septembre pour la conférence de presse de lancement et d'annonce de la France des solutions, qui elle se tiendra 2 mois plus tard, à une date qu'on vous précisera plus tard. Mais on va surtout, ce 23 septembre, mettre à l'honneur la France à travers un certain nombre d'incarnations, à travers surtout une exposition réalisée par les étudiants de Strat, l'école de design française. Vous verrez des étudiants qui ont passé plusieurs mois à travailler sur ce que peut signifier pour des designers, des jeunes créateurs, une France des solutions. En novembre, donc ce sera le grand rendez-vous. Et dès septembre, on reprend avec Raphaël, avec Memona Interman, avec Antoine Guélaud, avec François Saltiel, avec d'autres, notre tour des régions de France. Voilà, pour aller... C'est déjà un beau programme. Voilà, oui. Il y aura plein d'autres choses, évidemment. Dans un mois, on vous annoncera une grande chose également. Mais voilà, il y aura une conférence de presse chose dédiée. en son temps, chaque chose en son temps. Moi, je voulais vous remercier, et j'ai entendu plein de choses formidables pendant cette soirée, notamment ce que disait Antoine sur l'importance du reportage, l'importance du terrain. Et je pense que tous les journalistes qui sont là, je leur répéterai jamais assez que notre métier commence sur le terrain et que c'est sur le terrain qu'on trouve les solutions. C'est pas en restant dans un bureau. Il faut aller voir. Juste pour faire très court, une petite histoire justement là-dessus. Il y a assez longtemps, en 94, j'étais en Asie pour un reportage sur un autre sujet et je rencontre quelqu'un que je trouve incroyable, dont j'avais jamais entendu parler. En rentrant à l'Express, j'ai fait un portrait de lui et c'était le premier sujet sur quelqu'un qui a apporté une solution, qui s'appelle Mohamed Younous, qui était donc le prix Nobel de la paix ensuite pour inventeur du microcrédit. Donc c'est parce que j'allais pour autre chose que je suis tombé sur une solution sur un autre sujet. Donc le terrain, c'est la clé de notre métier. Voilà. Donc adhérez donc à Reporters d'Espoir et suivez ce qu'on fait. C'est vraiment merci à tous les mécènes, merci à tous les fondations, les privés ou les entreprises qui nous aident. C'est vraiment, parfois j'ai l'impression qu'on fait un travail d'intérêt public et je crois, j'en suis convaincu. Donc merci à vous, mais merci d'être venus.